Cube. Cher public, nous vous invitons à prendre place confortablement et à fermer la sonnerie de votre téléphone cellulaire. En cas d'incident, veuillez repérer les sorties de secours les plus près de vous. Bon divertissement. 1, 2, 1, 2. OK, c'est bon, on peut y aller. Sophie Durocher. Elle met en scène les arts, la culture et la société. Une représentation pas comme les autres. Sophie Durocher. Et que je suis contente d'être là aujourd'hui. Je suis toujours contente d'être là. J'aime ça quand les sujets sont diversifiés, quand ça s'en va dans tous les sens. Dans le sens que, évidemment, on est hyper rigoureux, puis on a une ligne droite, puis on sait où on s'en va, mais quand les sujets s'en vont dans tous les sens, quand il y a du sérieux, il y a du léger, il y a du profond, il y a du surprenant, c'est comme ça que j'aime ça. Bonjour, Cybèle Olivier. Ben, allô, il y a aussi surprenant. Oui, mon micro, il y a un petit problème de micro présentement. Je travaille là-dessus, ça fait partie des rebondissements parce que regarde, si je laisse comme ça. Ah ben, vous m'entendez bien pareil? Oui, on t'entend bien. Pourquoi je vais t'es en arrêter. train de pogner Ben, avec le micro pour essayer de le remonter? Ouais, je pogne le micro pour essayer de le remonter puis je qu'on perd pas aujourd'hui. Qu'est-ce que tu veux, il y a des jours de même, hein? Ça sort, là. Fait que, OK. Je sais comment ça va s'appeler le segment. Il est un peu mou aujourd'hui, mais qu'est-ce que tu veux? Il y a des fois, j'essaie de le remonter, puis ça se passe pas. Bon, parfait. Voilà. Alors, des paroles célèbres de Cybèle. Bonjour, Cybèle. Je dirais pas célèbre, là. Non, mais moi, je veux pas Pareil. être reconnue pour ça. Non, ben non, il y a bien poche. d'autres choses. Non, ça, je suis entièrement d'accord avec toi, mais ça Ouais. fait partie aussi des choses de la vie. Des fois, il y a des choses qu'on dit, ça sort d'une façon, puis ça peut être interprété de toutes sortes de façons. Ben oui. Et honni soit qui mal y pense. Pardon? Honni, H-O-N-N-I, Oui. soit, S-O-I-T, qui mal y pense. C'est quoi, Oni? Honni, c'est puni, du verbe réprimandé. Oui, oui, tout à fait. J'ai jamais Alors, entendu ça. si vous voyez du mal dans ce qu'on vient de dire, ben, vous n'avez que vous à blâmer. Alors, honni soit qui mal y pense, je pense même que c'est la devise de je sais plus trop quoi. Tiens, je te laisse le temps de vérifier ça. Pendant ce temps-là, je vais aller parler, ben, vous le savez évidemment depuis plusieurs jours maintenant, on a mis aux enchères une affiche de Demidov, le joueur du Canadien, le numéro 93. On avait reçu ici à l'émission Sacha Ouimet de l'entreprise Warrior Sport qui commandite donc Demidov. Ils avaient fait des affiches, les affiches électorales. Il y en a fait 93. Elles ont toutes été volées. Sacha, très gentiment, nous en avait donné une. On l'a mise à l'encan pour procure. Alors, je vais vous révéler aujourd'hui le montant et le nom de la personne qui, a en sa possession en ce moment la belle affiche signée. C'est Mathieu Allaire et Mathieu, très gentiment, a fait monter les enchères jusqu'à 5 500 bidous en dollars canadiens. Mathieu Allaire est au bout de la ligne. Bonjour, Mathieu. Bonjour, Sophie, ça va bien? Ben, moi, ça va très bien, mais je veux commencer en vous disant que les gens à Procure sont fous de joie parce que vous avez donc fait ce don à Procure. Vous allez évidemment avoir un reçu de charité. Qu'est-ce qui a fait que vous avez monté si haut, Mathieu? On a tellement une grande fierté pour le Canadien et pour la bonne cause là, du cancer de la prostate. Alors, ça nous a fait plaisir de monter les enchères. Mais vous dites, nous, est-ce que ça veut dire qu'il y a d'autres gens autour de vous qui se sont dit « Ah ouais, Mathieu, on se met à plusieurs » ou ça va vraiment sortir de votre poche à vous, Mathieu? Les deux options sont formidables. Ça sort des poches de la famille, mes parents, ma femme et tout ensemble. On s'est tout mis ensemble pour faire monter les enchères. OK, Mathieu, je capote ma vie parce que moi, mon collègue Hugo Veilleux m'a dit tu vas parler au monsieur qui met 5 500 $, mais là, j'apprends en direct à l'instant que c'est en fait une équipe. Puis une équipe est vraiment le mot parce que c'est vraiment, vous êtes solidaire de cette cause-là. Puis vous savez l'expression, Mathieu, quand on dit ça prend un village pour élever un enfant, ben là je dis ça prend une famille ou un regroupement de gens pour participer à une bonne cause. Alors en mon nom et au nom de évidemment tout le monde ici à Cube, je voudrais remercier tous les membres de votre famille qui ont contribué. Parfait, on peut les saluer vite? Ben oui, allez-y. Lisa Marie, ma femme, Léa Zoé, mon enfant.
Serge et Chantal, mes parents. Je les remercie énormément. Mais moi, j'avais une petite question pour vous, Mathieu, Cybèle Olivier, qui est dans le studio avec Sophie. Qui va garder l'affiche si vous êtes une gang? On garde partagé. C'est ça? Est-ce que c'est quelque part dans un bureau? Est-ce que là-dessus... On partage un bureau, alors elle va rester en toute sécurité dans le bureau chez nous. Ah ben en sécurité parce qu'il y a des amis peut-être qui pourraient vouloir... Ben, mettons, Cybèle, elle aimerait ça savoir votre adresse pour pouvoir venir la contempler parce que je pense qu'elle a encore une petite crotte. Ben non, Cybèle, t'es super contente qu'on l'ait partagée. Bien sûr. Surtout pour une bonne cause. Alors, Mathieu, merci beaucoup pour ce don qui est énorme. Je vous l'avoue, Mathieu, quand on a eu cette idée-là ici à Cube de la mettre aux enchères, que les enchères ont commencé à monter, on s'est rendu à un moment donné, ça a commencé 600, 850. Je me disais, hey, wow, 850, c'est énorme. Mm-hmm. Jamais j'aurais pensé qu'on se rendrait à 5500. Je rappelle que Procure, c'est un organisme qui finance la recherche, mais aussi le soutien pour les personnes qui ont le cancer de la prostate. Alors, Mathieu, à vous, à toute votre famille, merci 1000 fois et profitez-en. Je vous demanderais juste une chose. Envoyez-nous une photo de toute cette belle famille-là avec l'affiche, et puis là, ça va nous remplir de bonheur. Ce serait vraiment super apprécié. Avec plaisir. Merci beaucoup, Mathieu Allaire, et toute la famille aussi autour. C'est vraiment une belle histoire. Merci à vous. Professeur Duduche. Avec elle, pas de retenue. Alors, vous en avez peut-être un petit peu entendu parler. En tout cas, vous le savez si vous avez regardé ici l'émission à Cube, que vous l'avez regardé ou écoutez. Hier, je suis allée voter avec une boîte en carton sur la tête, pas pour niaiser ou provoquer, tout simplement par respect de la loi. La loi dit que j'ai le droit. Alors moi, je trouve que les droits, c'est important. Parce que c'est prévu, en effet, dans la loi d'Élections Canada, qu'on peut voter. On a simplement besoin d'arriver avec une pièce d'identité, mais à aucun moment, le législateur nous dit que le scrutateur n'a pas le droit de nous demander de nous identifier. Moi, je trouvais que ça posait un enjeu, en tout cas, de sécurité. Je me tourne, comme dans chaque fois que j'ai une question de sécurité, vers Francis Coates, qui est un expert en sécurité, enseignant à l'École de technologie supérieure. Francis, bonjour. Bonjour, Sophie. Expliquez-moi ça, vous. Si je veux ouvrir un compte à la banque, j'ai besoin de présenter mon permis de conduire, une carte d'assurance maladie, le nom de jeune fille de ma mère, le nom de mon chien, le nom de mon premier chum. J'ai besoin de faire des empreintes digitales quasiment, mais pour aller voter, je peux me mettre un sac de poubelle sur la tête puis ça dérange personne. Comment ça se fait? Comment on explique ça, Francis? La première des choses, je suis pas sûr que ça dérange personne. Hein. Ça dérange pas certaines personnes et je pense que ça en dérange d'autres. D'ailleurs, vous n'êtes pas la première à aller voter visage couvert. On a eu quelqu'un à un moment donné avec un sac de patates, je pense, sur la tête il y a plusieurs années. Puis, puis même cette année, il y a plein de gens qui m'ont envoyé des photos et je les salue, des gens qui sont allés voter avec des masques de Batman, avec des trucs de ski. On est très, très, très nombreux à l'avoir fait, là. Sophie, êtes-vous là? Oui, je suis là. Oui, c'est bon, je vous ai perdu. J'ai juste entendu qu'il y avait plusieurs gens qui avaient vous avez envoyé des photos cette année. Voilà. Ici, l'enjeu qu'on a, et puis il faut différencier plusieurs choses. Hein. S'identifier, c'est une chose, et le terme identifier est un peu galvaudé à gauche puis à droite. Normalement, quand on parle de sécurité, on va parler de s'identifier. S'identifier, c'est prétendre être qui je suis. Bonjour, je suis Francis Coates. Bon. Après ça, on va passer l'étape d'authentification. Là, l'authentification, c'est je vais venir confirmer. Toi, tu dis que tu es Francis Coates, comme vous, Madame Durocher, là. Vous m'avez rencontré une couple de fois, mais vous m'avez jamais demandé mon passeport. Fait que c'est vrai. Vous prenez pour acquis que je suis Francis Coates. Donc, vous puis moi, là, on est à l'étape d'identification. Mais je me suis jamais authentifié auprès de vous, c'est-à-dire de démontrer clairement, sans doute, que j'étais vraiment Francis Coates. L'authentification, c'est vraiment ce qui vient confirmer l'identité de quelqu'un. Et par après, on va avoir ce qu'on appelle l'autorisation. C'est là qu'on va attribuer des droits à la personne, comme par exemple ici, le droit de voter. OK? Ça va être la même chose en informatique. Donc, on va s'identifier, s'authentifier et ultimement, on va avoir une autorisation. Donc, ici, il faut faire attention quand on parle du terme identification. Même l'Office québécois de la langue française, ça inclut la phase d'authentification. Donc, pour les puristes qui vont dire « Oh, l'identification, c'est... »
Oui, mais ici, là, on va faire un petit abus de langage technique, là. Ça inclut l'authentification. Alors oui, il y a des enjeux ici. Je peux avoir quelqu'un qui se présente au bureau de vote et va arriver avec des pièces d'identité. Déjà là, les pièces d'identité, entre vous et moi, j'ai regardé, je suis allé voter, moi aussi, hier, là. Ouais. Et il y a des bénévoles, il y a des employés, etc. Jusqu'à quel point ces gens-là sont capables d'identifier des faux documents, pas convaincus non plus, là. Donc, on leur présente des documents. Il regarde les documents, il regarde on est sur la liste et on part avec notre petit papier puis on va faire notre devoir de citoyen. Oui, mais c'est là aussi que ça devient problématique parce que il faut se présenter avec le petit carton qu'on a reçu par la poste à notre adresse disant qu'on est sur les listes électorales et qu'on a le droit de voter, oui, et un papier, un document d'identité. Mais moi, j'aurais très bien, oui, pu prendre j'aurais même pu prendre la carte de Richard, le permis, oui, de conduire de Richard, me mettre une boîte en carton sur la tête et voter à la place de Richard. C'est ce bout-là que je comprends pas. Donc, mais c'est un déni de sécurité parce que ça veut dire que ce qu'on essaye d'éviter le jour du vote, c'est la fraude électorale. Donc, moi, j'aurais pu aller dans un centre de personnes âgées, ramasser les cartes de 22 personnes âgées, 22 cartes de voteurs, puis aller voter 22 fois avec un carton sur la tête. Effectivement. Là, ce qu'on va essayer de faire comme distinction, Sophie, c'est vraiment ici, il y a le risque associé, on va dire, à la vulnérabilité de l'attaque possible. Donc ici, effectivement, ouais, vous auriez pu prendre la carte de Richard, vous mettre quelque chose sur la tête de votre boîte et aller voter à la place de Richard. Par contre, en sécurité, quand on évalue les risques, il y a les vulnérabilités, ce qu'on parle, ouais, là, mais il y a aussi la conséquence, OK? Quel va être l'impact de l'utilisation de cette faille-là, hein? Et là, ici, dans ce cas-là, ben c'est très, très rare qu'on a des comtés qui vont être gagnés à plus ou moins une voix, OK? Ou plus ou moins 5 voix. Ouais. Je checkais ce matin, j'avais des plus ou moins 13, 15 voix, ça a déjà eu lieu. Donc là, ici, ben on prend pour acquis que les chances, les probabilités qu'il y ait vraiment un impact significatif sur le système de votation, elles sont relativement faibles. Donc ça, je peux comprendre cette gestion de risque-là. Au niveau sécurité, ça fait du sens. Moi, c'est pas tant d'avoir un individu qui va voter de manière, on va dire en parenthèse, illégale, qui vient me chercher. C'est à partir du moment en sécurité, les consignes qu'on va donner, les procédures, c'est ça qui vient déterminer les limites qu'on donne aux gens. Et là, ici, moi, c'est plus ça qui vient me chercher. Le Canada, c'est, à ma connaissance, le seul pays au monde qui tolère le vote à visage couvert sans aller s'identifier, s'authentifier dans une petite salle à côté avec une personne du même sexe. Donc ici, oui, de A à Z, on peut faire le vote de manière cachée, ouais, et ça fait pas de sens. Hey, mais permettez-moi de rajouter quelque chose qu'on a reçu d'un invité. Oui, juste 2 secondes, excuse-moi, c'est pas parce que je veux t'interrompre, mais je veux dire que Guillaume Lavoie, qu'on connaît bien, qui est analyste politique et qui est régulièrement interviewé sur nos ondes, il m'a envoyé hier, quand il a vu que j'avais voté comme ça, il m'a dit que lui avait été, quand il y a des élections, des fois, il y a des observateurs internationaux. Il y avait des élections en Palestine. Il est allé surveiller les élections et il y a beaucoup de femmes voilées. Certaines, évidemment, portent aussi le niqab. Et que lui, quand il surveillait les élections en Palestine, il y a eu les femmes allaient voir une scrutatrice, soulevaient leur voile et s'identifiaient et leur mettaient. Donc, en Palestine, on n'autorise pas le vote à visage couvert, mais on le fait au Canada. Et dans le même sens, on a reçu un message, quelqu'un qui nous dit « J'espère que vous allez parler de ceux qui, comme moi, sont allés voter et que leur nom était déjà surligné. Je suis allée au bureau de vote et mon nom était déjà barré. Quelqu'un a voté à ma place et je suis pas la seule. » Et elle nous a envoyé des captures d'écran de d'autres personnes ailleurs au Canada qui nous disent la même chose. « Je suis allée voter aujourd'hui, mon nom avait déjà été rayé comme si j'avais déjà voté. » Il y a un suivi de quelques commentaires. Comment c'est possible? Ça, c'est pas normal que quelqu'un... Ben, ça, je t'avoue que c'est une question qui est très intrigante, en effet, puis ça vaudrait la peine de fouiller puis de parler aux gens d'Élections Canada s'il y en a eu. Moi, ce que les gens... On peut répondre déjà, allez-y. Sophie, en partie. Ouais. Hein. Première des choses, quand vous êtes allé voter, vous avez vu que on n'est pas dans un monde informatisé. Hein. Ce sont des procédures qui sont faites par des humains. Donc, est-ce que je pourrais avoir quelqu'un, tout simplement, qui a
il a souligné, il a barré la mauvaise ligne. Je veux dire, c'est sûr qu'il y a des erreurs humaines dans le processus. Et je reviens à ce que je vous disais tantôt. Globalement, est-ce que les quelques erreurs qui se produisent ont un impact significatif sur le destin politique du pays? Si la réponse est non, il n'y a pas tant d'enjeux. Même si on dit que chaque vote est important, on s'entend que c'est pas nécessairement parce que quelqu'un a fraudé. Ok, pour moi, l'identité est beaucoup plus importante là au niveau d'aller voter, de s'assurer. Mais il y a un message politique qui est envoyé derrière le fait de tolérer ça. D'ailleurs, en 2015, on a une personne, je pense c'est une Pakistanaise, qui a fait le serment de citoyenneté à visage couvert, ok, juste avec les yeux. Et ça avait été interdit, je pense, c'est allé à la Cour suprême. Et finalement, Charte des droits et libertés, il faut absolument, donc la primauté de la religion passe au Canada avant le vivre ensemble. Là, ça, c'est rendu là, on n'est plus en sécurité. C'est rendu un choix de société à faire. Et ça dépasse mon mandat. Je pourrais vous en parler comme citoyen, mais ça dépasse mon mandat de spécialiste en sécurité. Tout à fait. Juste très rapidement, des gens qui m'ont écrit en disant j'ai vu quelqu'un voter habillé en ninja, là, le visage complètement recouvert. Ça a passé. Puis quand moi, je suis arrivée à mon tour, j'ai dit est-ce que j'ai vraiment besoin de montrer une preuve d'identité? Puis ça s'est rendu jusqu'au directeur de la personne qui surveillait les élections. Fait que rendu là, si vous vérifiez même pas que ma face correspond à la photo sur le permis de conduire, arrêtez donc de nous demander de présenter un permis de conduire. Il y a quand même un questionnement là à avoir. On nous parle constamment de sécurité et de vol d'identité, et il y a une journée où notre identité est extrêmement importante, et puis là, qu'est-ce qu'on fait? On se voile le visage. Voilà, ce sera tout mon éditorial pour aujourd'hui. Merci beaucoup, Francis Coates. Je rappelle que vous êtes expert en sécurité et enseignant à l'École de technologie supérieure. En tout cas, c'est ce que vous me dites. Peut-être que vous n'êtes même pas Francis Coates, fait qu'on va vérifier ça. Peut-être que je le suis pas, mais par contre, juste pour terminer, Sophie, dans votre aventure, là, l'individu qui est venu vous traiter de raciste un petit peu parce que pas un petit peu. Ça, c'était inacceptable. Là, sincèrement, là, je comprends pas que ça n'ait pas été mis dehors plus rapidement que ça. Là, je l'ai dit après, quand je suis sortie, une fois que j'ai voté, je suis allée voir le directeur du bureau de scrutin, puis j'ai dit vraiment, honnêtement, là, vous auriez dû être pas mal plus ferme là-dessus. Donc, il s'est excusé, là. Mais je veux dire, on devrait pouvoir aller voter en sécurité sans se faire traiter de tous les noms et certainement pas en se faisant injurier. Merci votre beaucoup. boîte, c'était Made in China sur votre boîte. Fait que c'était peut-être une question de droit aussi. Là. Peut-être aussi. Merci beaucoup. Bonne journée. Sophie Durocher. Passionnée, cultivée, rigoureuse. Elle n'est jamais à court d'arguments. Pour savoir et comprendre, Sophie Durocher. Quel grand plaisir de recevoir en studio, en chair et en os, Marie-Chantal Toupin. Bonjour, Marie-Chantal. Bonjour. J'allais dire, c'est un plaisir de te recevoir, puis j'allais m'exclamer « maudit bordel », mais j'ai l'impression que ça fait comme, je sais pas trop combien d'années qu'on te l'a fait. Peut-être t'es tannée à chaque fois qu'on te rappelle cette expression-là. Non, j'adore. Le nom d'un de tes plus grands succès. Oui, de Pierre Bellemare. Puis je trouve que c'est une chanson qui est encore d'adon. Je pense pour le restant de la vie planétaire humanitaire, là, elle avait vu juste. Oui, elle avait tout à fait vu juste, et c'est fascinant parce que je lisais sur toi, évidemment, pour me préparer pour l'entrevue, et je capotais parce que la SOCAN, donc qui est l'organisme qui s'occupe des droits pour les musiques et les chansons au Québec, quand une chanson a joué 25 000 fois à la radio, on remet à l'auteur, au compositeur, à l'interprète un prix de la SOCAN. Et toi, t'en as 3 chansons qui ont joué plus de 25 000 fois à la radio, des artistes québécois qui ont 3 chansons qui ont joué plus de 25 000 fois. Il n'y en a pas des tonnes, là. Non, je fais partie des privilégiés. Oui. Mais ce que ça veut dire aussi, c'est au fil des ans, depuis que tu as commencé, 500 000 albums vendus. Puis là, t'entames un grand retour. Comment ça se fait que ça fait 10 ans, Marie-Chantal, que tu n'as pas joué sur une grande scène? Alors, on va le dire d'abord, tu vas être au Cabaret du Casino à Montréal le 8 mai, au Capitole à Québec le 22 mai. Il y a aussi des dates au lac Lémy à Gatineau. Qu'est-ce qui a fait que pendant 10 ans, t'as été pas sous les projecteurs?
J'avais besoin d'un break aussi, surtout avec l'ancien agent avec qui j'étais. J'étais vraiment fatiguée. Je me demandais si je continuais à faire le showbiz ou pas, si j'avais encore la passion pour ça. Puis, au bout du compte, je me suis réveillée un matin où j'ai dit « Ah non, je peux pas. Ça fait partie de mes gènes, ça fait partie de ma vie. » Mais t'as vraiment pensé dire « Je lâche tout ça, je m'en vais faire autre chose. Oui. T'avais perdu le goût de chanter? J'avais perdu le goût de chanter parce qu'on m'a donné le goût d'à tout cesser. Donc, on parlera pas du passé ni nommer personne, mais ce monde-là, ils m'ont fait comme presque dégoûter de tout ce qui était le showbiz. Donc, j'ai pris un break, puis j'ai essayé de faire toutes sortes d'affaires, dont peintre en bâtiment, menuisier, charpentier. T'as été vraiment menuisière, charpentière? Oui. Donc, t'es retournée à l'école, t'as appris ce métier-là? Ben, en fait, mon père était peintre en bâtiment, il faisait tout ça, donc Il t'a montré? Il me l'a montré, mais mon père est décédé, j'avais 46 ans, donc je me suis entourée de gens qui font ça dans la vie, ils me l'ont montré. Puis j'ai travaillé là-dessus, mais c'est bien trop. Mais il n'y a c'est pas trop de d'ouvrage. saut métier. C'est un magnifique métier. Oui. Mais pendant que tu tapais sur des clous et que tu repeignais des murs, tu n'étais pas en train de chanter. En fait, j'ai jamais cessé de chanter. J'ai toujours, tu sais, pendant la pandémie, je pouvais pas, les gens pouvaient pas venir me voir, donc j'ai mis sur Facebook, sur mes réseaux sociaux, venez me rencontrer. Au lieu de venir me rencontrer, j'aimerais ça me rendre chez vous pour faire des garden parties. Donc, j'en faisais une 50aine au courant de l'été, tout en respectant la distanciation et tous les règlements. Mais j'allais chez les gens. J'ai pris ma PCU, 2 PCU. J'ai investi sur un kit de son, l'éclairage au LED, puis je respectais tous mes trucs. Puis j'étais toujours sur la route, sans faire de grandes scènes. Pourquoi, Marie-Chantal, quand on tape ton nom sur Internet, on a plus souvent le mot controverse associé à ton nom que le mot musique, que le mot rockeuse, que le mot... T'es consciente de ça? Oui. Est-ce que ça te fait de la peine? Est-ce qu'on a raison d'associer ton nom? Pas du tout. Moi, j'ai rien fait qui est impardonnable. Ça fait partie de l'évolution de Marie-Chantal Toupin. La chanteuse a le droit aussi à faire des erreurs. Donc ça, c'est du passé. Puis, regarde, je te dis pas si c'était à refaire, je ferais la même affaire, mais je le ferais peut-être différemment aussi. Mais la controverse, écoute, il y en a qui en ont fait pire que moi. C'est vrai, j'ai pas conduit en état d'ébriété, j'ai pas battu personne, j'ai pas tué personne. T'as pas montré tes organes génitaux devant des gens dans un parc? Non, mais pas vrai. C'est parce que je cite des controverses. Je suis une femme, mais tu sais, Sophie, en tant que femme, on a beaucoup plus de difficultés qu'un homme. Les hommes sont pardonnés plus rapidement. Oui. Décidément. Mais pour faire suite, tu sais, mon public, j'ai un public extraordinaire. Ton public t'a suivi, c'est ça que je veux savoir. Ils me suivent encore. Oui. Ils sont toujours là. J'ai au-dessus de 100 000 fans qui me suivent. Puis c'est tellement drôle parce que quand la pub est pas sortie, parce qu'on voit tous les autres artistes qui passent à la télé, puis là, le casino, puis là, c'est comme, mais pourquoi toi, ton annonce n'est pas là? Et je me fais donner des bêtises. Là, je fais comme, attendez une minute, la pub, elle s'en vient au courant au début de mai. Fait que c'est juste parce drôle. que les gens qui t'aiment t'adorent. De toute façon, t'aurais pas vendu 500 000 copies, t'aurais pas eu ces chansons-là. Non, c'est comme prendre 500 000 personnes pour des tatas, là, tu sais. Voilà, mais ça, c'est important parce que j'ai l'impression, moi, j'en parle souvent, j'ai l'impression qu'au Québec, il y a comme des clics. Ah, ça, c'est sûr. Oui, t'es d'accord avec ça? Oui. Et que il y a certaines choses, je dis pas que je suis d'accord avec ce que t'as fait. De toute façon, il y a plein d'affaires que t'as fait. On n'a jamais su vraiment ce que t'avais fait. Mais exact. Bon. Alors, moi non plus, d'ailleurs. Mais je suis pas en train de prendre ni ta défense, non. Ta défense. Je fais juste dire une chose. C'est que il y a plein de gens qui ont été pognés dans plein de controverses au cours des dernières années. Il y a certaines personnes qui rapidement remontent sur le vélo après de tomber du vélo. Il y en a d'autres auxquels une certaine clique au Québec ne permet pas même d'avoir accès au vélo. Exactement. Puis il y en a d'autres, on leur donne un vélo avant même qu'ils aient eu le temps de tu comprends? Oui, je comprends très bien. Toi, tu tombes dans quelle catégorie? Moi, je monte sur le vélo toute seule avec une belle équipe, puis on regarde en avant. Je suis comme un joueur de hockey, là. C'est comme... On a travaillé fort dans les coins, je travaille encore fort, puis on va scorer des buts, puis ça va être un show extraordinaire pour le casino. J'ai bien hâte. Je suis fébrile parce que ça fait... Ta voix est comment? Ta voix est bonne, je veux dire, tu as pratiqué évidemment, parce que là, tu chantes, tu vas en Floride, tu chantes. Oui, je régulièrement, tu travailles ton instrument qui est ta voix. Exactement. Ça va super bien. Je dis tout le temps que mes cordes vocales sont faites en téflon. C'est bon, ça. Tout me glisse. Mais est-ce que Marie-Chantal est faite en téflon?
Marie-Chantal, non. Je suis pas faite en téflon, je suis un être humain. Je suis une hypersensible, une hyper-empathe. Donc, j'essaie de mettre les émotions de côté, puis être un petit peu plus réfléchie aussi. Puis, chaque chose en son temps. Parce que je te regarde, puis ça me fait drôle de t'avoir devant moi, Marie-Chantal, parce que je me souviens, moi, je commençais dans le métier à la télé, Les Choix de Sophie, à Télé-Québec, et toi, tu commençais dans le métier, dans la chanson, et c'était évidemment le fameux panneau sur les abords du pont Jacques-Cartier, « Regardez-moi dans les yeux », et je t'avais invité, mon émission, il t'avait invité, puis finalement, t'avais décliné, et j'ai toujours regretté qu'on n'ait pas pu se rencontrer à ce moment-là. C'est pas moi qui déclinais. Hein? On parle de l'ancienne équipe là, qui... Voilà. Parce qu'il m'avait dit à l'époque, écoute ça, je sais même pas si t'es au courant. Bon, il y a bien des choses que je n'étais pas au courant puis que j'apprends au fur et à mesure. Depuis que je reviens dans le showbiz, j'apprends des trucs. T'apprends des choses. Alors, je vais te faire une révélation qui va peut-être te jeter à terre. Donc, en fait, ton équipe avait dit, oui, elle va y aller. Et là, moi, c'était la première semaine. Je commençais Les Choix de Sophie et ils nous ont rappelé, ils ont appelé aux recherchistes en disant, on a écouté l'émission et on pense que Marie-Chantal ne sera pas capable de répondre aux questions de Sophie. C'est me prendre pour une vraie blonde? Non, c'est une blague. Voilà. mais c'est insultant pour toi. Mais oui, parce que je n'étais pas au courant, puis c'est comme si j'étais pas assez outillée pour me défendre ou d'être capable de jaser avec quelqu'un qui... Tu sais, parce que j'ai rien à défendre, en fait. Ouais. Là. C'est ça. Mais c'est fou quand même que ça ait pris toutes ces années-là pour qu'on se rende compte. Ben oui. Ben, minimum. On était dû un quart de siècle plus tard. Oui, Cybèle. Ben, il y a José Silva qui a réagi à ce que vous avez dit un peu plus tôt, en mode j'ai droit, c'est pas impardonnable ce que j'ai fait. Puis elle a dit Marie-Chantal mérite amplement sa place. Moi, j'adore quand elle chante. En plus, quelle jolie femme. Puis il y a des criminels qui ont fait pire et qui sont de retour depuis bien longtemps, beaucoup plus grave que de simples commentaires. Donc voilà, comme vous faisiez une mention tantôt, il y a des criminels qui reviennent sur la place publique et qu'on gracie presque. Mais les criminels, ce ne sont pas avec deux ailes. Donc, c'est ça qui est spécial pour la femme. C'est peut-être pas des criminels féminins. Puis c'est pas, encore une fois, je veux pas minimiser parce qu'en effet, il y a sûrement des propos aussi que tu as tenus qui étaient pas reluisants, mais tout le monde dans la société a le droit aussi à une deuxième chance. Exactement. Et pourquoi pas toi? Je veux qu'on parle de ton nouvel album qui s'intitule « Je continuerai ». Et là, il y a une chanson là-dessus qui m'a beaucoup intriguée. On écoute un petit extrait de la Floride. Je suis partie en Floride avec mon beau bolide. J'avais des projets d'avenir à n'en plus finir. Tout ce que j'ai trouvé, c'est des cons qui voulaient me sauver. Moi, je voulais juste chanter. Je sais que la OK. Alors moi, j'ai choisi cet extrait-là. Tu dis, je voulais juste chanter, mais il y a des gars, ils voulaient juste me sauter. Et à la fin de la chanson, tu dis autre chose. Qu'est-ce que tu dis à la fin de la chanson? Ouais, c'est ça. Ils voulaient juste me F, 2 R, E, R. Et c'est une histoire vraie, ça, c'est une histoire vraie? Oui. Pourquoi? Parce que les gars en Floride... Mais pas les gars, mais il y a deux... Des gars. Oui, il y a 2 hommes que je connais très bien qui viennent du Québec dans un souper avec des amis. J'étais presque une des plus jeunes du groupe. Nous étions à peu près 70 dans un stationnement, parce que en Floride, ça se passait dans un stationnement avec le gros band. Puis, on m'a mis du GHB dans mon verre. Oui. Puis, au lieu... Moi, j'ai pris... Je savais pas cette histoire-là. Ben non, mais c'est ça l'historique, rapidement. Oui. Je suis partie en Floride. Et un de mes amis ex-policiers à la retraite, je lui ai dit, je trouve que mon verre de vin goûte bizarre. J'y ai donné et c'est lui qui a été empoisonné. Incroyable. Oui. Donc, tu t'es fait donner la drogue du viol. Exactement. Mais tu t'es pas fait violer, mais t'es pas assez proche. Je suis pas assez proche. J'ai eu la chance de conduire à 20 minutes le véhicule pour me rendre chez moi. Après ça, il y a des blackouts. Mais j'étais en sécurité, oui. Donc, en fait, cette chanson-là, elle est très rock, puis tout ça, puis on la trouve un peu drôle, mais c'est une chanson dramatique. C'est humoristique, mais c'est dramatique parce que ça arrive souvent. Ça arrive souvent, plus souvent qu'autrement aux femmes. Puis là, c'est rendu que même des hommes qui se font faire ça. Et même des fois, il y a des gens qui prennent ça récréativement. Oui, pour se stimuler. Moi, je trouve ça pathétique. Mais je trouve ça encore plus pathétique, c'est de se faire droguer pour avoir une femme. Je trouve ça... Mais en même temps, c'est que je reviens à ta phrase quand tu dis « Moi, je voulais juste chanter, puis il y a des gars, ils voulaient juste me sauter.
je vais revenir à ton panneau sur le non, mais c'est important parce qu'il y a un lien. Je vais revenir à ce fameux panneau au bord du pont Jacques-Cartier parce qu'on te voyait en camisole et t'as des seins magnifiques. Je sais pas comment sont tes seins en ce moment, mais ils sont encore magnifiques. Bon, ils sont encore magnifiques. Je suis contente de prendre des nouvelles de Sophie, ils n'ont jamais sorti l'hiver. Non, c'est une blague. C'est comme ce qu'on dit à propos d'un chat, il n'est jamais sorti l'hiver. C'est très drôle. J'aime beaucoup ton sens de l'humour. Mais donc, aussi, c'est que parce que tu avais une plastique spectaculaire, les gens se sont dit, parce qu'elle a des beaux seins, parce que c'est une jolie fille, parce qu'elle mise sur son physique, ça doit être une cruche. Exactement. Et tu sais, c'est encore là, c'est encore la femme qui paye pour parce que je suis une femme qui va juste sur un panneau et Dan Bigra, il était sur l'autre panneau où il s'est jamais fait juger en camisole. Tu sais. C'est vrai? Mais si. Camisole pour camisole? Oui. OK. Est-ce que tu écris encore en majuscule? Non. C'est fini? J'ai appris, Sophie, là. Bon. J'apprends beaucoup, là. Je suis rendue à 53 printemps. 53, puis en plus, 40 ans, plus de 40 ans de 45 carrière. Ans. 45 ans. Ben oui, c'est ça, je me suis trompée, tu as commencé à 7 ans Mon Dieu, à chanter. Ben oui, je me prépare. Je prépare mes entrevues. Très bonne. Marie-Chantal, merci beaucoup. Moi, je te souhaite bonne chance. Puis s'il y a des gens qui sont pas contents que j'ai fait une entrevue avec toi ou qui trouvent que j'ai pas posé les bonnes questions, j'ai juste une chose à leur dire. Maudit bordel. Tu me réinviteras, Sophie. Absolument. Puis ça prendra pas 25 ans. Non. Merci, Marie-Chantal. Merci beaucoup. Elle se déplace du côté court au côté jardin pour couvrir tous les angles de la nouvelle. Pour savoir et comprendre, Sophie Durocher. On va complètement changer de sujet, complètement changer d'atmosphère. On revient, bien sûr, sur ce drame, cette tragédie à Laval. Et ce verdict, quand même, qui risque de choquer beaucoup de gens. Donc, non criminellement responsable pour cet homme qui a conduit un autobus dans une garderie faisant plusieurs morts. On va en parler avec Maître François-David Bernier. Maître Bernier, bonjour. Bonjour, Sophie. Alors, premièrement, ce n'est ni une condamnation, ni un acquittement. Là, j'ai besoin d'explications parce que c'est pas évident, puis je me fie vraiment sur vous, Maître Bernier, pour éclairer notre lanterne juridique. Oui. Ben, au Canada, là, pour commettre un crime, bon, que ce soit le meurtre, que ce soit toutes sortes de crimes qui ont des intentions, ça prend deux choses. Je vais sortir mon latin. Ça prend l'actus reus et la mens rea. L'actus reus, c'est ce qu'on entend là, dans les émissions, l'intention criminelle, l'intention de commettre le crime. Okay. L'actus reus, pardon, c'est de le faire, le crime. Ouais. Puis la mens rea, c'est l'intention criminelle. Je me suis trompé, désolé. Et de cette latin. intention... On en perd notre latin, ça, j'avoue. Je suis d'accord. Latin, vous comprenez rien, c'est ça mon but, j'ai de l'intelligent, mais blague à part... tout ça, pour commettre un crime, il faut vraiment deux éléments. Puis si un est absent, c'est pas un crime. Donc, quelqu'un qui penserait toute sa vie dans sa tête à tuer une autre personne, s'il manifeste rien, ne sera jamais accusé. Voilà, s'il n'y a pas de passage à l'acte. Et de la même façon, c'est ça. S'il n'y a pas l'intention, par exemple, dans ce cas-ci, l'intention de tuer, et on présume que c'est là que vous en allez, Maître Bernier, que si la personne n'a pas toute sa tête, n'a pas toutes ses capacités mentales, le mens rea ne peut pas c'est ça. Donc, il n'y a pas les deux éléments ne sont pas présents, donc ce n'est pas un crime. Et là, c'est choquant, là, c'est sûr, parce que ce monsieur-là, il n'est pas acquitté, il n'est pas reconnu coupable, mais ça ne veut pas dire qu'il n'a rien fait. Et c'est ça l'élément, c'est qu'on dit il est non criminellement responsable de ses gestes. Et on va plus loin, là, excusez l'expression, mais c'est pas parce qu'on est fou. On a vu Magnota, c'est pas parce qu'on a des idées là, extrêmes ou qu'on fait des choses qui ont pas d'allure qu'on est non criminellement responsable. Là. Il faut vraiment qu'au moment du crime, on soit déconnecté de la réalité, puis on l'entend souvent, on fasse plus la différence entre le bien et le mal. Et c'est là, à ce moment-là, que des experts, parce que c'est pas n'importe qui
va dire ça, c'est des experts. Et même, il y a des cas célèbres, quelqu'un qui est somnambule, qui se lève la nuit, qui va tuer son beau-père, qui revient en voiture, qui est non criminellement responsable. Dans ce cas-là, c'est de l'automatisme. Ça existe et seulement les experts peuvent le déterminer, le fameux blackout. Et moi, à chaque fois, ça me fait peur. Je me dis, le cerveau humain, c'est ça. Il y a des gens qui peuvent déconnecter et c'est les gens les plus dangereux. Parce que Sophie, dans ce dossier-là, oui, c'est judiciaire, mais c'est l'enfer sur terre des parents qui vont porter à l'école. C'est un drame. C'est une tragédie sans nom. C'est une tragédie sans nom. Comment on peut imaginer que ça va arriver? Un autobus qui frappe le mur. Il frappe le mur. Mais en même temps, tout à fait, c'est une tragédie. Si on retourne au point de vue de la justice, c'est aussi de s'assurer que quelqu'un qui est accusé d'un crime, surtout un crime aussi grave, bénéficie d'une défense pleine et entière. Dans ce cas-ci, est-ce qu'on peut considérer en effet que justice a été rendue et que l'accusé, je ne veux pas répéter encore son nom, a bénéficié d'une défense pleine et entière, à votre avis? Ben, plus que ça, c'est vraiment, il n'y a pas eu à se défendre. C'est que des experts ont dit, c'est vraiment une entente entre la couronne puis la défense. Ils font faire 2 expertises. Et là, les 2 experts arrivent à des conclusions. On se présente devant le juge, on dit voici les conclusions. Il n'y a pas de procès rendu là. Alors, il y a une trame de fait, évidemment, mais donc c'est pas une défense. C'est vraiment. C'est pas une défense, mais c'est peut-être pas une défense dans le sens qu'il y a un avocat de la défense, etc., qui témoigne, qui fait un interrogatoire, un contre-interrogatoire. Je comprends tout à fait la nuance. C'est une forme de défense, non, mais je comprends la défense la nuance que vous faites, Maître Bernier. Mais moi, ce que je me dis, c'est simplement que tout individu dans un état de droit a le droit qu'on reconnaisse ses droits à la justice. C'est dans ce sens-là que je posais la question. Est-ce que les droits de l'accusé ont été respectés par la Cour? Je comprends par votre réponse que c'est oui. Oui, les droits sont respectés parce que on veut... c'est difficile à dire comme ça, mais ces gens-là qui ont des problèmes de santé mentale graves, ou est-ce que cette personne-là en est arrivée à être en psychose, bien, on les protège du système qui pourrait les accuser à tort, dans le sens qu'on en arrive à cette conclusion-là. Et la conséquence, ce n'est pas... Par contre, c'est pas qu'il n'y a rien fait. La conséquence, ce n'est pas la prison, mais la conséquence, c'est d'être interné dans un institut psychiatrique, peut-être toute sa vie aussi. Il y a des gens qui ne sortiront jamais. Certains pourraient sortir aussi, là. C'est ça la conséquence. C'est que donc, il n'est pas... il s'en va pas en prison, mais il y a quand même... La société lui dit « Ton acte est répréhensible, cependant... » nous considérons que tu ne peux pas, qu'on ne peut pas présumer que tu savais ce que tu faisais quand tu as commis ce geste-là. On n'est pas en train de dire que le geste n'est pas répréhensible. Je pense que c'est là que la nuance doit être apportée, et c'est là que peut-être des gens qui sont choqués du jugement tiennent pas compte de cet aspect-là. Merci beaucoup, Maître François-David Bernier. Merci beaucoup. C'est toujours intéressant de vous parler, analyste judiciaire. Merci. En passant, Marie-Chantal, très bonne entrevue, et je prends sa défense. Je l'ai déjà représenté, je prends sa défense, ça n'a pas fait grand-chose. Salut, Sophie. Merci. Bye-bye. Merci. Sophie Durocher. Un savoureux mélange artistique de culture et d'information. Montréal pue, et ça pue partout, là, dans tous les quartiers. J'entends déjà les gens rire dans leur voiture. Tout le reste n'est que fumisterie. Donc, on veut un monde qui sent l'eau de Javel. Un monde blanc, sans défaut. Rémi Villemure. Moi, j'ai toujours cru, Rémi, que quand les gens, pareils, se réunissaient entre eux, puis se recroquevillaient sur leur identité, que c'était quelque chose de néfaste, mais on apprend dans le devoir que quand c'est du recroquevillement entre personnes racisées, c'est formidable, il faut applaudir à ça. Ben oui, le wokisme n'est pas mort, mais il gigote encore. Écoute, juste petit aparté, c'est pas la première fois que je passe après une rockstar à ton émission, puis les écouteurs, là, ça paraît qu'ils ont entendu de la musique fort parce que ça rock en tabarnouche, faut que j'ajuste le son à chaque fois. Tu fais référence, évidemment, à Marie-Chantal Toupin qui était là tout à l'heure. À Éric Lapointe qui est venu une couple de fois. Là, si tu t'assois dans sa chaise après, là, ajuste. Donc, ça n'arrivera pas 3 fois. D'accord.
Oui, donc tu fais référence à un texte qui a été publié dans Le Devoir en fin de semaine sur la fondation Dynastie parce que en fin de semaine, il y avait le fameux gala Dynastie qui survient à chaque année. C'était samedi. Et moi, ce gala-là, je le suis année après année parce que année après année, j'oublie qu'il existe parce que j'ai l'impression qu'on avance dans la société québécoise et pourtant, c'est un gala qui rend hommage strictement aux gens d'une communauté, la communauté noire. En passant, je n'accable pas la communauté noire. J'aurais le même problème si c'était avec la communauté juive, musulmane ou n'importe quelle autre communauté. Ça me rend mal à l'aise, OK? Ou latino, parce qu'à la rigueur, tu dis noir, c'est une couleur de peau. Oui, Là, tu nous donnes des exemples de religion. La religion, on peut en changer. Donc, c'est un état identitaire. Donc, c'est un gala qui remet des prix, que ce soit dans les médias, dans le sport et tout ça. Les médias, ouais, l'art, on te remet un prix si t'es noir. Si t'es pas noir, c'est pas, on te reconnaît, c'est pas ce gars-là est pas pour toi. Exactement. Et là, dans ce texte-là, dans Le Devoir, paru le 26 avril, on nous apprend que cette fondation-là offre depuis quelques années des programmes, toutes sortes de programmes, dont un programme qui est offert par des Noirs pour des Noirs, dans le domaine de l'humour. Donc, en gros, si vous voulez y participer, vous devez absolument être noir. Et on défend l'initiative en disant quoi? En disant que apprendre, et là je cite la présidente de l'organisme, apprendre entre noirs, ça permet de se rassurer et de se valider. Parfois, les Blancs ne nous trouvent pas drôles. En fait, excuse-moi de te corriger, je suis désolée de faire ça. C'est Vanessa Destinée, qui est une des participantes à ce programme-là, qui a dit ça. Non, c'est bien fait. Tu fais bien de le faire. Donc, là, on nous dit que c'est un entre-soi temporaire. Oui. OK, j'aime bien l'expression. Le Devoir nous dit ça et Le Devoir applaudit en disant c'est un entre-soi temporaire. Mais ils disent entre eux que les Blancs les trouvent pas drôles. Parfois. Oui. Donc, Vanessa Destinée dit ça. Alors, donc, c'est un programme, c'est 9 semaines, tous les samedis, pendant 9 semaines. Un programme qui, normalement, à l'École nationale de l'humour, coûte 4 500 $. C'est pas mal de bidou pour des gens qui sont des apprentis humoristes. Et donc, là, c'est gratuit si t'es noir. Et je m'excuse, moi, jamais je parle des individus en parlant de leur couleur de peau. Choix, là. Mais là, dans ce texte-là, on n'a pas le choix parce que des gens qui s'identifient comme noirs parlent de faire de l'humour entre noirs parce que les mentors de ce programme-là sont Zephyr, enfin bref. Richardson Zephyr? Oui, Richardson Zephyr et Eddie King. Oui. OK, qui participent à ça. Il y a des professeurs noirs de l'École nationale de l'humour et on nous dit on est entre noirs, puis c'est donc le fun d'être entre noirs. Et là, que l'on soit clair, le problème, ce n'est pas qu'une personne noire veuille faire de l'humour. Le problème, c'est qu'on nous dit et on nous casse sincèrement les oreilles depuis des années en nous disant qu'il faut de la diversité, que l'autre est à la fois même. Hein? Ça, c'est une formule que j'aime bien, c'est que l'autre, donc celui qui n'est pas soi, est même. Et on est tous mêmes, on est tous de la même couleur. Il n'y a pas de couleur, en fait. Et là, pourtant, on dirait qu'il y en a une couleur, finalement. Et on dit quoi? On dit, on justifie ça parce que l'humour, et là, je cite encore Madame Destinée, l'humour est culturel. Oui. Et ça, c'est grave comme phrase, parce que la culture, je pensais que c'était la culture québécoise. Moi, j'ai échappé quelque chose, là, j'ai pas compris, là. Surtout, Norman Brathwaite, il fait-tu de l'humour noir ou il fait de l'humour? Je veux dire, Eddie King, il fait-tu de l'humour noir ou il fait de l'humour... C'est quoi ça de Mike dire... Ward, il fait-tu de l'humour noir ou il fait de l'humour noir, lui? Mais c'est pas la même affaire. Non, mais c'est parce que l'humour est québécois, vous êtes québécois, la culture est québécoise. Moi, je pensais que c'était ça que vous demandiez et j'étais d'accord. Et là, soudainement, ce n'est plus ça. Oui, vas-y, Sybelle. Moi, ce que j'ai dit par rapport à ça, c'est que principalement, l'humour, pour faire rire les gens, il faut avoir des référents communs. Fait qu'en dehors de la culture, ça se pourrait qu'on partage pas la même culture de base, mais qu'on se fasse rire parce qu'on a les mêmes référents. Mais c'est quand même vrai que des personnes de la communauté noire peuvent avoir des référents complètement différents de d'autres Québécois parce qu'ils grandissent de manière différente. Donc, ça peut être très vrai qu'il y ait principalement des Noirs qui rient de leur blague parce que nous, on comprend pas les référents. Je comprends tout à fait ce que tu veux dire, mais au point de dire l'École nationale de l'humour va s'associer avec une fondation qui valorise la présence des personnes noires dans une société et on va faire un programme où on va apprendre seulement à des personnes noires comment faire de l'humour et leurs professeurs vont être noirs et les gens qui ont participé vont dire c'est donc le fun d'être juste entre noirs. Mais dans quelle salle ils vont aller? Parce que c'est pas des salles de noirs, là, je veux dire, c'est des salles de tout public québécois. Donc, après, ils vont aller faire rire qui? C'est ça que j'aurais envie de te répondre. C'est qu'on nous dit que c'est un entre-soi temporaire, mais si on suit ta logique, ça sera pas temporaire. Parce qu'effectivement, les blagues qui ne font rire que les Noirs, parce que ça prend des référents issus de la communauté noire, elles vont jamais faire rire des Blancs. Comment ça marche exactement, ce truc-là? En fait, on dirait que c'est hypocrite. Surtout que ce qu'on voudrait, c'est un entre-soi permanent. Vanessa Destinée, dans cet article, dit qu'elle a postulé pour aller à ce programme-là parce qu'elle est chroniqueuse à l'émission La Soirée
la soirée ou l'après-midi ou la journée. En tout cas, bref, l'émission où il rit de nous à longueur de temps, là. Fait qu'on peut bien les taquiner un petit peu aussi de temps en temps. Donc, qu'elle est chroniqueuse à cette émission-là, puis qu'elle voulait apprendre à être une meilleure chroniqueuse, puis apprendre à mieux puncher son humour. Donc, la Fondation paye pour qu'elle fasse ce stage-là ou cette formation-là, spécifiquement pour les Noirs, parce que je sais comme, y a-tu des règles d'humour qui sont juste pour les Noirs, pour qu'elle puisse ensuite aller faire des blagues à Radio-Canada, mais tout le monde écoute Radio-Canada. Non, mais c'est ça marche pas. Donc, je ne comprends même pas c'est quoi cette ghettoisation. Mais est-ce qu'on est trop exigeant à demander de la cohérence? Tu sais, c'est ça, des fois, je me demande. On demande de la cohérence au wokisme. C'est la seule chose que... Laissons faire le jugement moral. Je vais vraiment le mettre de côté un seul instant. Ça va m'en prendre beaucoup, beaucoup d'efforts pour faire ça. Je demande juste de la cohérence. Ouais. Pouvez-vous au moins m'offrir ça? Après, je vous laisse tranquille. Promis, j'ai d'autres préoccupations. Ressortir, parce qu'on pourrait ressortir la fameuse phrase de Martin Luther King, « Je rêve d'un monde où on jugera les gens sur le contenu de leur caractère et non pas sur la couleur de leur peau. » Où les enfants noirs joueront avec les enfants blancs. Voilà. Donc, alors là, on crée un programme et on dit, il y a juste des Noirs qui vont aller apprendre de l'humour enseigné juste par des Noirs. Parce que, semble-t-il qu'il y a comme des blagues de Noirs que juste les Noirs peuvent comprendre. Mais on marche sur la tête, j'ai l'impression. On marche sur la tête et malheureusement, il n'y a rien de bon qui attend ça. Parce que si vous apprenez à faire de l'humour avec des gens de votre communauté en espérant faire rire des gens de l'autre communauté, ça vous rassure un instant. Vous revenez au micro, ça ne marche pas plus parce qu'il vous manque quoi? Il vous manque des fois du talent, hein? Chose qui n'est pas vraiment accréditée dans le monde d'aujourd'hui, hein? Parce qu'on donne des subventions à des gens parce qu'ils ont la bonne couleur de peau. Le talent est laissé de côté. Le talent revient toujours au galop, par contre. C'est comme le naturel. Ben, moi, je pense aussi que tu dis une communauté puis l'autre. Moi, je le dis et je le redis. Je considère qu'il n'y a qu'une seule communauté, c'est la communauté québécoise, point barre. Merci beaucoup. Je vote pour ça. Rémi Villemur. Ah ouais, c'était hier qu'il fallait voter. Merci, Cybèle. Merci, Hugo. Merci, Jean-Philippe. Merci à vous, à la maison. Peu importe votre couleur de peau, on s'en tape. Cube.